certainement par le fait qu'il y a un ensemble de métiers en train d'exploser actuellement qui lui sont liés. D'ailleurs, on parle de plus en plus notamment de UX design, de User Experience Design, de Customer Experience Design, de Service Design, Product Design, Visual Communication Design, Information Architecture, Brand Experience Design, etc. Donc, on a un ensemble de notions qui aujourd'hui notamment sont en train de revenir au devant de la scène. Ça ne veut pas dire notamment sont une notion nouvelle, mais qui peut-être justement cette sexiness ou l'explosion du digital est en train de les remettre en scène. Et c'est pour ça que d'ailleurs on s'est dit pourquoi ne pas un peu en parler de cette notion de design. C'est une notion relativement englobante dans le sens où on a un ensemble de secteurs d'activité. C'est un métier en soi qui a la croisée de plusieurs compétences et qui concerne plusieurs secteurs d'activité d'ailleurs. On a notamment parlé dans le secteur industriel. Donc on a notamment l'industrial design, le design industriel, le design mécanique, le design physique, le graphic design. Et donc là, on est notamment dans des situations un peu plus physiques, mais il y a aussi effectivement la partie digitale, d'ailleurs, comme on l'a dit un peu plus tôt, qui explose, avec notamment le web design, l'interaction design. Mais la question qu'on peut se poser légitimement, c'est concrètement, c'est quoi le design? Alors, partons notamment d'une définition de Steve Jobs. Design is not just how it looks like and feels like. Design is how it works. Et je crois que c'est une notion notamment, je crois que c'est une approche très intéressante notamment à étudier parce que quand on évoque la notion de design, génériquement, ce qui peut se comprendre, les gens vont d'abord penser à la conception visuelle. Le design aujourd'hui renvoie d'abord à des aspects graphiques ou à des aspects en tout cas visuels, des aspects que l'on peut voir concrètement. Mais le design, quand on évoque dans le fond étymologiquement, on a notamment cette notion de dessin dans le sens d'intention et bien sûr intuitivité qui va se mettre en œuvre de façon concrète avec un dessin qui va se matérialiser. Mais le point, c'est qu'on est dans une logique de problem solving. L'idée, c'est de pouvoir notamment régler un problème concret. On pourrait définir le design comme étant une question de création de projet en vue de la réalisation et de la production d'un produit. Donc, on parle beaucoup de la notion de design par rapport aussi à un produit, par rapport à un système. Et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'on va voir le design par rapport à beaucoup de secteurs d'activité. Le design fait appel à une question de création. On va parler beaucoup de créativité, de création, de conception, et notamment par rapport à un produit, par rapport à un système. Aujourd'hui, le design notamment se conçoit par rapport à différents secteurs d'activité, différentes questions, on va dire où on a des problématiques sociales, sociétales qui doivent être représentées. Et donc, c'est une discipline qui est à la croisée notamment de l'art, de la technique et de la société. Donc l'optique de cette capsule, ce sera essentiellement de partager avec vous surtout l'aspect lié à l'idéologie du design. Cet état d'esprit qui va justement vous permettre de pouvoir utiliser cette question de design, cette question de problem solving ou l'approche du design dans le problem solving dans votre métier ou dans votre vie de tous les jours, dans votre approche créative de tous les jours, quel que soit votre métier ou votre secteur d'activité. Et donc pour ça, on va parler de la notion de design thinking. Alors, sans essayer d'ailleurs vouloir refaire toute l'histoire ou revenir notamment sur l'évolution et la construction du design thinking, on va surtout essayer effectivement d'être pratique. Donc, le design thinking se met en œuvre généralement par trois grandes phases. Donc, la phase d'inspiration, la phase d'imagination et la phase d'implémentation. Et ces trois phases peuvent notamment se structurer en 5 ou, dans certaines situations, plus de 5 étapes. Vous pouvez notamment trouver différents modèles, mais génériquement à retrouver
5 grandes étapes dans ces 3 grandes phases. Et donc, pour chaque phase, on va avoir notamment différentes étapes. Donc, pour la phase d'inspiration, on va avoir notamment cette étape cruciale qui est la phase de génération de l'empathie. Alors, quand on parle notamment de génération de l'empathie, l'objectif c'est de pouvoir garantir qu'on comprend la cible, celui pour qui justement on doit régler un problème. Définir un problème n'est pas aussi évident qu'on pourrait le penser. C'est peut-être certainement une des tâches les plus complexes. D'ailleurs, généralement, lorsque le problème est mal défini, forcément les solutions notamment qui vont être proposées pourraient être difficilement compatibles avec ce qui est attendu, ou en tout cas véritablement régler le problème. Donc c'est vraiment une étape cruciale. Et un élément important quand on parle de design, c'est l'itération. Alors quand on parle d'itération, c'est un peu un mouvement de va-et-vient. C'est que ce n'est pas un processus notamment rectiligne, ou en tout cas qui se fait en une fois. L'objectif n'est pas de dire ok, je vais venir dessiner ma chouette ou je vais venir dessiner mon serpent ou quoi que ce soit que je veux concevoir en un coup et le réussir au premier coup. L'idée c'est surtout de prendre conscience que notamment aboutir à un résultat pertinent, aboutir à un résultat qui soit efficient va impliquer effectivement plusieurs essais, échecs, essais, échecs, essais, échecs. Et c'est un peu à chaque échec ce qu'on apprend qui va notamment nous permettre de pouvoir aboutir à une solution intéressante. Donc, il y a entre chaque étape effectivement un mouvement qui peut se créer, donc un mouvement d'itération. Donc, si effectivement je définis mal le problème, ou si le problème n'est pas bien posé, ou si j'ai du mal à bien poser le problème, il faudra effectivement peut-être que je retourne à la première étape qui était la partie d'empathie. Donc, comment effectivement garantir que je suis vraiment dans la peau de l'utilisateur, que je le comprends parfaitement. Si j'ai bien compris, j'essaie de définir le problème. L'étape suivante, on va rentrer dans la deuxième phase, donc qui est la phase d'imagination. Donc, la première étape de cette phase d'imagination, ça va être l'idéation. Donc, on a bien défini le problème. Là, il faut aller notamment aller chercher les idées. Alors, chercher les idées, c'est aussi un processus. L'optique, c'est de surtout essayer de sortir de ces carcans, des sentiers battus, qu'on dit notamment think out of the box. Alors, c'est une expression très répandue qu'on aime bien, qui est aussi très sexy, mais qui est très complexe à mettre en œuvre dans le fond, parce qu'on se rend compte notamment que, surtout à un certain âge, on a été moulé, et plus on a été moulé, plus il est difficile notamment de sortir de cette façon rigide de penser et de proposer quelque chose de pertinent et de nouveau. Et pour ça, notamment, vous pouvez peut-être vous appuyer sur une autre logique liée notamment au design, qui est ce qu'on appelle le divergent thinking. Donc, le divergent thinking, c'est surtout une approche qui va viser à savoir ou à développer notamment une aptitude à sortir des sentiers battus, donc à être vraiment divergent donc des approches traditionnelles. Et ce divergent thinking se cultive, c'est vraiment comme par rapport au cerveau, c'est quelque chose qui se travaille. Et c'est pas aussi évident que ça, et j'insiste vraiment dessus. Admettons que je vous dise réinventer le pain. Vous pourriez notamment, alors c'est vrai que quand on le dit comme ça pourrait pas avoir de sens, mais admettons par exemple que je dise je voudrais qu'on règle le problème du pain dans les villages au Sénégal. Il y a un ensemble de villages dans lesquels justement l'accès au pain est complexe et où on est obligé de prendre des pains rassis pour pouvoir notamment avoir une durée de conservation un peu plus longue, ou en tout cas avoir accès à du pain le matin. Si vous devez régler ce problème justement, est-ce que vous pourriez réinventer le pain, repenser le pain? Et c'est moins évident notamment de repenser le pain lorsqu'on a une idée figée de ce qu'est le pain. Et c'est littéralement ça notamment le gros challenge avec le divergent thinking. C'est notamment de pouvoir aller travailler cette aptitude à sortir des sentiers battus et de pouvoir notamment prendre les idées les plus farfelues et de pouvoir peut-être creuser. Et donc cette première
étape de cette deuxième phase d'imagination qui est l'idéation va surtout viser effectivement à ce qu'on puisse aller chercher les idées les plus folles, qu'on pourrait penser être les plus folles, et de pouvoir les envisager, notamment dans un processus de validation d'hypothèses, et qui va nous permettre de pouvoir avancer. Comme pour les deux premières étapes, on est toujours dans une logique de va-et-vient, donc itération. Donc l'optique, ce serait de pouvoir dire, ok, si on n'arrive pas à trouver des idées pertinentes ou des idées notamment qui puissent correctement s'appliquer au problème qu'on a identifié, il faudrait peut-être retourner à la définition du problème et redéfinir le problème. Et donc, si effectivement le problème est bien défini, on retourne effectivement à la phase d'idéation. Et donc, si on arrive à trouver des idées pertinentes, qu'on puisse notamment sélectionner une et qui va notamment être appliquée avec un prototype. Et là, on passe à la deuxième étape de l'imagination. Donc, avec cette deuxième étape notamment, là, on va un peu formaliser notre approche. Donc, on va essayer de créer un produit concret, en tout cas une solution utilisable et testable, donc qui va pouvoir être manipulé ou utilisé par l'utilisateur final, par la cible, de sorte à ce qu'on puisse tester effectivement les hypothèses, qu'on puisse valider ou infirmer les hypothèses, et donc qu'on puisse toujours retourner à l'étape d'avant si jamais effectivement les hypothèses qu'on cherche à valider se trouvent être réfutées. Et enfin, dernière étape générique, qui va se mettre en œuvre avec la dernière phase, l'implémentation. Donc l'implémentation va notamment se mettre en œuvre avec le test. Donc on va tester le prototype et on va faire des va-et-vient. Donc voici un peu les 5 grandes phases quand on parle du design thinking. Et c'est vraiment une approche que vous pouvez utiliser dans cette logique de problem solving qu'on évoque. Donc en somme, voici un peu ce qu'on voulait évoquer. Dans le cadre du design, c'était surtout effectivement cette approche du design thinking. On est en tête. Donc le design thinking va se mettre en œuvre par rapport à 3 grandes phases. Donc première phase, l'inspiration. Donc là, il faut comprendre les rêves, les attentes, les contraintes, les problématiques notamment de l'utilisateur. S'il le faut, on va faire différentes formes d'études. Donc ça peut être des études d'observation, ça peut être des enquêtes, ça peut être des interviews, des focus group. Mais il faut être très subtil et ça demande une certaine dextérité, une certaine compétence pour aller chercher des informations auprès de l'utilisateur, parce qu'encore une fois, lui-même n'est pas forcément conscient du problème, lui-même n'est pas forcément clairvoyant sur comment régler le problème. Et donc, il faut savoir poser les bonnes questions, savoir trouver les bonnes méthodes, quelquefois peut-être des méthodes projectives pour aller chercher les bonnes informations. L'objectif étant tout simplement d'être en empathie avec l'utilisateur cible. Ensuite, deuxième étape, c'est l'étape de l'imagination. Donc là, il s'agit notamment de pouvoir donner rapidement une forme aux idées, de pouvoir notamment les structurer, les partager avec les utilisateurs et de recueillir leur retour d'expérience. Donc ça va se faire notamment avec ce travail d'idéation et de prototypage. Et dernière phase, l'implémentation, qui va se mettre en œuvre notamment avec les tests, donc qui vont nous permettre d'introduire la solution qui a été imaginée dans la réalité. Donc un des rôles du design est de répondre à des besoins, de pouvoir répondre à résoudre des problèmes, de proposer des solutions nouvelles, d'explorer des possibilités pour améliorer la qualité de vie des êtres humains. Donc que ce soit dans les sociétés industrielles, que ce soit des sociétés occidentales ou encore dans les pays en voie de développement. Il y a une certaine pluridisciplinarité, notamment au cœur du travail du designer. La culture, les arts, les techniques et les sciences humaines, ainsi que les sciences de la nature vont nourrir la pratique du design. Donc, c'est une approche de navigation permanente entre l'unité et le global. Donc, vraiment la pensée, le dessin et la pratique. Alors, génériquement, quand on parle de produits bien designés, on pense beaucoup aux produits de Apple. Et quand justement vous regardez les différentes réussites exceptionnelles de Apple par rapport à ces différents produits, vous pensez au designer qui est derrière ces produits. Alors Steve Jobs a joué un rôle non négligeable, mais le designer qui a
en tout cas légué énormément à Apple, c'est Jonathan Ive. Et donc Jonathan effectivement a beaucoup contribué au succès de Apple en tant que designer. Donc Jonathan s'inspire beaucoup de Dieter Rams, qui est un designer allemand qui a beaucoup réfléchi sur cette question de ce qu'est le design et qui synthétise notamment quelque part ce qu'est le design en 10 commandements. Donc selon lui, un bon design est innovant, un bon design rend le produit utile, un bon design est esthétique, il rend le produit compréhensible, un bon design est discret, il est honnête, il est durable, minutieux et respectueux du moindre détail, il est respectueux de l'environnement. Alors ça c'est un aspect qui pourrait prêter à confusion, mais être digital responsable, notamment à cette époque où on parle beaucoup du design, particulièrement avec cette explosion des technologies de l'information et de la communication, ça peut être un élément très intéressant à creuser. Donc être digital responsable, donc un peu cette intégration de la responsabilité sociale et sociétale dans l'univers du digital. Et enfin, dernier élément, un bon design, c'est un design simple et épuré. Donc en somme, retenons que parler de design, c'est notamment parler de problem solving essentiellement, et j'aime bien ce regard notamment sur comment résoudre les problèmes et résoudre de la façon la plus ingénieuse possible, la façon la plus pertinente pour l'utilisateur et qui lui facilite la vie. Par rapport à ce point, nous avons tous besoin de développer ce côté de designer en nous. Donc, même si ce n'est pas notre métier de tous les jours et même si ce n'était pas l'aspiration que nous avons de devenir designer de métier, ça peut être intéressant de développer ce côté designer. Et c'était un peu ça l'objet de cette capsule, avec ce point sur le design thinking, en espérant que ça servira. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine capsule. Merci pour votre attention.